C'est bon. Bonjour à tous, Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue au siège de Sud-Ouest pour rencontrer nos lecteurs pour un échange d'une quarantaine de minutes. Alors les sujets sont variés, vous allez le voir. Avant de commencer, chacun va se présenter, vous expliquer un peu qui il est et après on rentrera dans le vif du sujet. Allez-y Andrea, on commence avec vous. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je suis Andrea, je suis apprentie au CFA du Victor Louis à Talence en tant qu'apprentie en BTS SAM, support action managériale. BTS qui a été revu il y a 2 ans, qui a été remanié il y a 2 ans. Et pour l'employeur, je suis à l'INSERM, à l'unité 1034 de Pessac. Voilà. Et à côté, donc, nous sommes avec Antoine, qui est aussi en apprentissage. Bonjour, moi c'est Antoine, j'ai 18 ans, je suis au centre de formation du Lac, je fais actuellement un BTS NDRC à Giant Store Saint-Elie. Et à côté de Antoine, on a Anaëlle. Bonjour, moi c'est Anaëlle, j'ai 23 ans, je suis apprentie en brevet professionnel en boulangerie à l'Institut des saveurs de Bordeaux-Lac. Et derrière, nous avons Vincent Lassalle-Saint-Jean, chef d'entreprise. Voilà, chef d'entreprise spécialisé en fabrication, bonjour Madame la Ministre, en fabrication de boissons bio. L'entreprise Maison Menot qui est née ici sur les bords de la Garonne, sur les quais de Bordeaux, il y a 142 ans. Voilà. Et à côté, on a Joël Vallée. Bonjour Madame la Ministre, je suis donc Joël Vallée, président des commerçants donc de la barrière de Pessac à Bordeaux, membre de la Chambre de commerce de Bordeaux. Et donc je vais à un magasin, je dirais, spécialisé dans l'optique instrumentale, je précise bien. Ce que je commercialise, je touche l'infiniment petit et loin et l'infiniment petit et près. C'est-à-dire ce sont des télescopes pour la voûte céleste et les microscopes pour l'infiniment petit, pour combattre le virus lequel nous sommes aujourd'hui. Bonne idée. Merci beaucoup, Joël. Voilà cette présentation, Madame la Ministre, des profils variés. Et je vous propose qu'on commence tout de suite, Andrea, avec vos premières questions. On va faire comme ça, chacun posera une question et après on refera passer le micro. Voilà, cet échange peut commencer. Pour la première question, je voulais vous poser... L'État a promu l'apprentissage, a beaucoup recruté et aujourd'hui, cela a cessé. Est-ce que vous comptez recruter par la suite de nouveaux apprentis ? Pour ma part, j'ai été apprentie au rectorat durant 3 ans. Et depuis, il n'y a plus de renouvellement de contrat. Alors, globalement, vous savez qu'on n'a jamais autant fait pour l'apprentissage. Oui, j'en doute pas. Donc, depuis le début du quinquennat, on a vraiment mis le paquet sur l'apprentissage. 2019 était un record avec 353 000 contrats signés en entreprise et puis je crois 14 000 dans la fonction publique. Il y a quelques mois, moi, quand j'ai pris mes fonctions, on me disait que ça va être une catastrophe, on ne pourra plus accueillir des apprentis. Bon, évidemment, on a voulu être attentif à la situation économique créée par la crise sanitaire. C'est pour ça qu'on a mis en place des aides à l'embauche des apprentis, 5 000 € quand on recrute un apprenti mineur et 8 000 € quand il est majeur. Et du coup, on a un véritable boom de l'apprentissage cette année. On doit être à plus de 420 000 contrats d'apprentissage. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'apprentis dans notre pays. Donc je pense que tout le monde est en train de comprendre que c'est une voie vraiment d'excellence pour se former. Et puis pour les entreprises, c'est vraiment l'occasion d'avoir des compétences très adaptées à ces besoins. Dans la fonction publique, côté collectivité, on est en train de signer le décret qui va mettre en place une aide de 3 000 € pour les recrutements des collectivités. Donc, je ne doute pas que les collectivités vont s'en saisir. C'est vrai que l'État doit faire plus. Moi, je travaille avec ma collègue en charge de la fonction publique, Amélie de Montchalin, pour qu'on mette, nous aussi, un coup d'accélérateur sur les recrutements d'apprentis au sein de la fonction publique d'État. On a clairement des marges de progrès, ça je partage. Justement, vous parlez d'aides que l'État met en place pour l'apprentissage. Cependant, à la suite de l'obtention du diplôme, y a-t-il des aides aux entreprises pour qu'ils puissent employer leurs apprentis, sachant que souvent ils ouvrent des postes pour pouvoir les prendre en apprentissage? Y a-t-il des aides de l'État pour qu'ils puissent les garder au sein de leurs entreprises? Alors la question m'a été posée hier par les députés avec lesquels j'ai échangé. Non, mais au contraire. Donc on a jusqu'à présent pas prévu, quand vous avez un apprenti dans votre entreprise, jusqu'à présent, vous ne touchiez pas de prime à l'embauche si vous décidez de le garder. On va changer ça pour répondre
à votre demande et à celle qui m'a été exprimée hier pour qu'effectivement, on encourage le chef d'entreprise à garder son apprenti, à recruter en CDI son apprenti. Je pense que c'est une C'est très à bonne quel chose. horizon, Madame la Ministre? Parce qu'on parle bien de la pérennité de ces contrats d'apprentissage. C'est la question d'Andrea. La prime à l'embauche, on va adapter les règles qui ne prévoyaient pas l'embauche d'apprentis déjà présents dans l'entreprise maintenant pour qu'ils puissent effectivement, pour qu'une entreprise bénéficie de cette aide à l'embauche, les 4 000 € pour le coup, dont on peut bénéficier quand on recrute un jeune de moins de 26 ans en CDD de plus de 3 mois ou en CDI. Donc là, j'espère que tous les chefs d'entreprise vont vouloir garder leurs apprentis et ils pourront bénéficier de la prime à l'embauche. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que j'ai 29 ans. Pour les salariés de 29 ans, pour les apprentis de 29 ans ou de plus de 26 ans, les entreprises pourront-elles bénéficier de ces aides-là aussi? Alors, l'aide qu'on a mise en place, c'était effectivement une aide à l'embauche pour les moins de 26 ans. Oui. Je pense que c'est un débat qu'on aura dans les prochains mois, de voir où est-ce qu'on met la limite, en fait. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont été ouverts aux moins de 30 ans, ceux qui étaient avant aux moins de 26, typiquement l'apprentissage. Effectivement, en fonction, il faut qu'on fasse le bilan déjà à la fin de cette année de ce plan jeune qui marche très bien, comme vous avez vu, 1 million d'embauches de jeunes, excusez-moi, de moins de 26 ans depuis le début du mois d'août. On va évaluer ça à la fin de l'année pour regarder comment on continue sur les prochains mois. Antoine, justement, alors un jeune de moins de 26 ans, et on reviendra sur ces questions d'âge aussi avec Anaëlle juste après. Antoine. Le gouvernement a mis en place une loi qui permettait d'effectuer sa formation pour ceux qui sont en alternance ou en apprentissage à l'école et bénéficier de 6 mois pour trouver une entreprise. Mais à ce jour, bon nombre d'entre jeunes n'ont toujours pas trouvé d'entreprise. Donc je voulais savoir s'il y allait y avoir des réformes qui allaient être mises en place ou des mesures qui leur permettraient d'allonger cette période. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qui va leur arriver s'ils ne trouvent pas d'entreprise? Alors, quand on dit il y en a pas mal qui n'en ont pas trouvé, moi les chiffres que j'ai, je disais on est à plus de 420 000 apprentis depuis la rentrée 2020. Je crois qu'il y en a 30 000 qui n'ont pas leur entreprise. Donc, en proportion, c'est pas beaucoup. C'est quand même effectivement 30 000 jeunes. Parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui, sont peut-être dans des circuits de formation qui se sont un peu réhabillés en apprentissage, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'avantages quand on fait partie de l'apprentissage et qui font pas vraiment des formations en apprentissage. On est en train de regarder ça aussi. Et puis, on va se mobiliser. On va tous se mobiliser pour que les jeunes qui sont vraiment dans un CFA et qui ont besoin de pouvoir effectivement trouver une entreprise puissent avoir un contrat avec une entreprise. Vous savez qu'on a notamment la plateforme Un jeune, une solution, dans laquelle chaque jeune peut chercher toutes les réponses qu'on propose. Les entreprises peuvent proposer des offres. On va utiliser ce formidable outil. En moins de 15 jours, il y a eu 400 000 visiteurs qui sont allés sur ce site. On a déjà 500 entreprises, plus de 50 000 offres d'emploi. On va utiliser cet outil pour aider les jeunes à trouver leur entreprise. Antoine, toi, on peut le dire, tu as eu beaucoup de difficultés à trouver un stage, justement. Oui, je prospecte depuis le déconfinement, le 11 mai. Et le nombre d'entreprises que j'ai prospectées, ça se compte par 50, 60. Et j'ai dû passer 4 ou 5 entretiens en tout. Et je n'ai eu qu'un seul retour négatif. Les autres n'ont pas répondu, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Donc en fait, les entreprises, malgré les aides, les entreprises ne jouent pas le jeu. Alors, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Quand on a 420 000 contrats qui ont été signés, ça veut dire que les entreprises jouent massivement le jeu. Ensuite, il peut toujours y avoir effectivement quelques entreprises qui ne sont pas encore rentrées dans la démarche, mais on va les stimuler en leur montrant que les autres jouent le jeu. Et puis, quand on est dans une situation particulière pour un jeune, on va venir l'aider. On va tous se mobiliser pour lui trouver une entreprise. Antoine, pour Anaëlle. Alors moi, j'ai commencé la recherche d'apprentissage à 21 ans avec un diplôme de niveau 4. J'ai eu le baccalauréat scientifique avant. J'ai eu énormément de mal à trouver une entreprise parce qu'en fait, je coûtais vraiment plus cher qu'un jeune de 15 ans. Dans la grille des salaires de l'apprentissage, j'étais vraiment dans la case la plus élevée. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont en réorientation professionnelle, qui ont plus de 18 ans. Et malheureusement,
l'aide qui a été donnée aux entreprises n'est pas forcément adaptée au salaire qu'ils versent pour leurs apprentis. Est-ce qu'il y a la possibilité de verser cette aide proportionnellement par case, en fait, que c'est 5 000 euros ou 5 000 ou 4 000 en dessous de 18 ans, 8 000 au-dessus, mais entre un jeune de 18 ans et un jeune de 26 ans, au final, les entreprises touchent 8 000 euros, mais ne versent pas du tout le même salaire parce qu'il y a quand même encore un gros écart entre les 18 et les 26 ans. Et du coup, c'est un peu fermer la porte de l'apprentissage aux personnes de plus en plus âgées. On pourra raffiner. Là, on est parti sur un système moins de 18, plus de 18. Bon, je pense qu'il a quand même globalement bien marché puisqu'on a plus de 400 000 jeunes qui ont pu trouver une entreprise. Je pense que c'est intéressant d'avoir votre témoignage et peut-être quand on aura à adapter le dispositif, on aura à prendre en compte le point que vous signalez. Moi, je prends votre point et on va regarder dans l'évolution du dispositif comment on peut en tenir compte. Vincent, Merci. la salle Saint-Jean. Oui. Vous n'êtes pas en apprentissage, monsieur. Non, j'ai pas cette chance. J'étais tellement heureux de redémarrer. Mais j'ai eu la chance de le faire à l'époque en cours du soir à l'ENSAM, École nationale supérieure des arts et métiers. À Bordeaux, ça existe encore. Merci d'être là et de nous consacrer ce temps. Ma première question, elle va sur la responsabilité des employeurs quant à la protection de leurs salariés. Nous sommes effectivement habitués et nous avons des systèmes de protection qui sont centralisés autour de nos métiers. Effectivement, par rapport à des pandémies, nous sommes moins habitués à protéger notre personnel sur ce plan-là, sauf les métiers de la santé qui sont en contact avec des risques viraux. Donc, ma question, j'ai compris qu'il y a eu à un moment donné un changement de doctrine, visiblement en 2018. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu dans les pages de Sud-Ouest cette information. Peut-être votre ministère à l'époque l'a eu et peut-être que vous pourriez en trouver trace. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on fait une économie d'un côté, ce que je trouve intéressant, je sais que dans les lois de décentralisation, il y a ce qu'on appelle le transfert de compétences. Et c'est-à-dire qu'on va transférer les moyens financiers. Est-ce que dans votre ministère, le ministère de la Santé, lui, de son côté, a prévu de vous transférer des moyens financiers pour avoir un plan qui permette d'aider les chefs d'entreprise à protéger de ces risques de pandémie qui pourraient revenir régulièrement ou être cycliques, ou ce que nous vivons en ce moment, parce qu'il y a des sommes importantes qui sont engagées, il y a des nouvelles façons d'aborder l'organisation du travail, il y a un ensemble d'éléments qui touchent aussi à la formation des gens, et je pense aussi un ensemble d'éléments qui touchent à la difficulté que vivent nos concitoyens en ce moment, sur les angoisses légitimes, vu que nous restons sur la durée. Voilà, Madame la Ministre, ma première question. Alors, moi, je comprends complètement que quand on est un chef d'entreprise, qu'on a la responsabilité d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, on peut être un peu décontenancé quand on a une épidémie avec un virus qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois. C'est pour ça que la première chose qu'on a fait au ministère du Travail, en lien avec le ministère de la Santé, c'est de définir des protocoles, un protocole national qui s'applique dans toutes les entreprises, et puis d'avoir toute une série de fiches métiers, de guides qui ont été élaborés au moment du déconfinement pour que chacun sache ce qu'il doit faire au sein de son entreprise. Je pense que ce qui est important, c'est que ce guide, il est là pour rassurer les salariés. Quand leur employeur met bien ça en place, ça veut dire qu'ils sont bien protégés. Et puis aussi pour rassurer le chef d'entreprise sur ce qu'est sa responsabilité, dès lors qu'il se conforme aux règles qui ont été définies dans le protocole national, on considère qu'il a appliqué le cadre qui a été posé par les autorités sanitaires. Ensuite, c'est vrai que ça peut générer des dépenses. Vous savez que au printemps, les partenaires sociaux avaient décidé d'apporter des aides aux entreprises pour s'équiper à partir des fonds de la branche qui s'appelle accident de travail, maladie professionnelle, qui est gérée par les partenaires sociaux.
Et moi, j'ai invité les partenaires sociaux à faire la même chose depuis la rentrée pour pouvoir accompagner financièrement les entreprises dans la prévention, avec le cas échéant. On sait que beaucoup d'entreprises ont dû investir dans des plexiglas, dans un certain nombre d'équipements de ce type-là. Il y a des aides qui sont mobilisables dans ce cadre-là. C'est dans le cadre normal de prévention, de protection, on va dire, de la santé au travail des salariés. Sur la question de l'angoisse, justement, peut-être, mais avant ça, est-ce que vous avez bénéficié de ces aides ? Non, nous, pas particulièrement. Après, il y a de nombreuses... Nous, on s'est concentré surtout sur les PGE, les prêts garantis d'État, parce que dans le phénomène qui avait strictement aucune vision, il nous a paru important de mettre ces prêts en œuvre, puisqu'ils nous étaient proposés, qu'ils étaient effectivement garantis d'État, même s'il y avait un petit peu deux philosophies. La philosophie de la BPI qui disait « allez-y, prenez-les ». Ce qui est fait n'est plus à faire, et j'ai apprécié cette démarche. Et la philosophie de la Banque de France, qui était plutôt, ne demandez pas la totalité, mais ça se respectait aussi, et ça se comprenait. Voyez dans 3 mois, et puis vous redemanderez après. C'est vrai qu'on a 17 000 agences bancaires françaises, mais là, je reconnais que la banque a joué son rôle, a fait son travail. On a de nombreux outils comme ça qui ont montré leur capacité à réagir et à aider le monde de l'entreprise et le monde de l'emploi, bien évidemment. Mais sur ces aides... Avec la garantie de l'État, on peut le rappeler quand même. Oui. Ça peut aider à faire un prêt. Ça mais peut je ne aider. suis pas du tout en train de minimiser le rôle des banques. Non, mais je dis que je pense que c'était important, Absolument. effectivement, que les banques se mobilisent et puis qu'on les sécurise avec la garantie de l'État. Absolument. Ceci étant, on se souviendra que c'est des décisions de gouvernement, ce sont des décisions d'État. Donc on est légitimiste et républicain, on les accepte, on les met en place, et chacun prend sa part dans notre société du mieux possible pour redresser ce qui est redressable. On a quand même pris 35% de progression du chômage. Donc c'est des choses qui vous touchent bien évidemment particulièrement aujourd'hui. Je peux parler de ma deuxième question sur la relance. On fait le tour après. D'accord, merci. Et on revient Merci, vers vous. madame. Joël Vallée, qui est donc commerçant. Bonjour, Madame le Ministre. Bonjour. Donc oui, je suis commerçant, président des commerçants donc, de mon quartier, où j'ai quand même 80 adhérents, donc une belle association qui est bien reconnue donc, au niveau de la ville de Bordeaux. Donc comment dirais-je, l'élu du commerce, Madame Jacotto, donc, a un énorme regard donc, au niveau de la vitalité de cette barrière. Moi, la question que je vais vous poser, Madame la Ministre, comment se fait-il que vous avez donné l'autorisation aux personnes de pouvoir se déplacer donc, hors des départements, alors qu'aujourd'hui, avec les mesures qui sont prises, les mesures qui sont respectées au niveau du petit commerce donc, traditionnel, ils appliquent tous les gestes barrières et aujourd'hui, on leur demande de rester fermés. Je parle surtout à la restauration et d'autres, je dirais, tels que les cinémas et choses comme ça. Là. Donc, ce qui est un peu surprenant, on va véhiculer, je dirais, des gens qui veulent venir peut-être de l'Est de la France, donc dans la région... Là, vous parlez pour les fêtes de fin d'année. Tout à fait. Et moi, ce matin, j'ai un monsieur qui m'a appelé et qui m'a dit « Je sais que vous êtes président des commerçants, mais comment se fait-il ? Aujourd'hui, les petits commerces vont mourir. » Et que là, on laisse ce genre de choses encore et on va retomber dans le même, je dirais, quand on est sorti du premier confinement. Donc, quelle est la mesure que vous pouvez... Alors, attendez, les petits commerces vont... Enfin, on fait tout ce qu'on peut pour éviter que les petits commerces ne meurent. Avec, effectivement, les mesures qui ont été prises pendant le confinement, on a été amené à fermer les commerces qui n'étaient pas sur des biens de première nécessité. On a mis en place un accompagnement massif. Pour ce qui relève de mon ministère, l'activité partielle avec aucun reste à charge pour l'employeur. Je peux vous dire que les entreprises s'en sont saisies. Depuis le début du deuxième confinement, on a eu des demandes d'activité partielle pour 3,3 millions de salariés. Donc je pense que cet outil, il est très mobilisé, comme il l'est depuis le début de la crise, par les entreprises pour protéger les emplois. Puis vous avez vu que le fonds de solidarité a été très fortement augmenté. On a aussi permis, jusqu'à 10 000 euros par mois, et on a aussi permis, ce qui n'était pas le cas dans le premier confinement, de faire ce qu'on appelle le click and collect en français, donc de pouvoir faire de la vente à distance qui n'est pas prise en compte dans votre chiffre d'affaires quand vous demandez le fonds de solidarité. Donc je pense que pour les commerçants, on a vraiment tout fait pour qu'ils ne mettent
voilà, mais ne soit madame pas en le- défaillance du fait de ce confinement. Oui, mais Madame la ministre, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que quand même que vous êtes conscient. Aujourd'hui, les commerçants qui viennent même de rouvrir, quelles que soient les villes, spécialement Bordeaux, Mhm. on se paye des manifestations en fin de semaine où c'est là où le commerce, justement, quel que soit le commerce du centre-ville ou autre, fonctionne le plus parce que les gens viennent donc pour faire des achats. Et aujourd'hui, donc, ces consommateurs ne veulent plus venir en ville pour être confrontés à ce que l'on peut voir, à ce que nous comportent donc les médias. Donc c'est vrai quand même, le commerce aujourd'hui est en énorme difficulté. Il se pose la question, parce que pendant combien de temps ça va durer ? On a eu les gilets jaunes, et puis donc voilà, aujourd'hui nous sommes donc confrontés au Covid. Il se pose la question, combien de temps ça va-t-il durer ? Est-ce que donc Vous parlez des manifestations qui arrivent ou quelle est la question précisément ? que l'on vit. Vous avez vu samedi dernier ce qui s'est passé donc sur Bordeaux. Donc c'est vrai que si on prend la rue Sainte-Catherine, qui est une artère, donc aujourd'hui, les commerçants ont très très peur. Est-ce qu'il y a des moyens, pour le dire clairement, Voilà. est-ce qu'il y a des moyens de Voilà ma protection question. face aux manifestations, Madame la Ministre ? Alors, moi, je suis bien consciente qu'à Bordeaux, il y a la crise des Gilets jaunes a amené à des manifestations, un grand nombre de week-ends de suite. Vous voyez qu'on est sur des sujets pas simples, parce qu'on a le droit de manifester en France. On doit déclarer des manifestations. C'était beaucoup le cas au moment de la crise des Gilets jaunes. On a des gens qui ont le droit de s'exprimer, mais qui ne voulaient pas forcément rentrer dans les règles de déclarer les trajets des manifestations, d'écouter la préfecture quand elle propose un autre itinéraire. Voilà, je pense que c'est une régulation qu'il faut qu'on ait au niveau de notre démocratie, qu'on arrive tous à entendre qu'on a le droit de manifester quand on n'est pas content, mais que quand on ne respecte pas du tout les règles, quand on refuse de déclarer les manifestations, comme ça a beaucoup été le cas pendant la crise des Gilets jaunes, ou quand on a des actes violents, c'est peut-être dans l'idée d'embêter le gouvernement, mais instantanément, ça embête des tas de gens. Donc je pense que ce débat-là, il faut que ce message puisse passer aussi. Ensuite, moi j'imagine que la préfète ici est aussi très attentive à la situation, que peut-être des dispositions pourront être prises pour que ces manifestations n'arrivent pas dans les centres-villes. Mais voilà, je pense qu'aussi chacun, et y compris les organisateurs de manifestations, doivent être attentifs à ça. Ils peuvent aussi proposer des itinéraires qui ne viennent pas empêcher les commerçants de travailler. C'est à chacun aussi de prendre ses responsabilités dans des situations aussi difficiles que celles qu'on connaît. Le premier week-end où vous avez donc la possibilité d'ouvrir, qu'est-ce qu'ils sont payés ? Les manifestations. Et là, donc demain encore, 14h, donc manifestation sur Bordeaux. Et c'est vrai que là, la colère monte. Enfin, moi, j'ai pas de doute, vous voyez, qu'il faut qu'on arrive à se parler quand même dans notre pays. Il y a des gens qui organisent des manifestations, il y a des commerçants qui sont mis en difficulté. Je pense que c'est bien que chacun en parle avec l'autre. Et on a le droit de manifester. Si on peut arriver à le faire sans mettre en difficulté des commerçants, je pense que ça sera une bonne chose. Merci, Madame la Ministre. On refait un petit tour de questions. On est à la moitié de notre entretien. Andrea ? Je voulais vous poser une question. Pensez-vous étendre l'apprentissage vers d'autres secteurs qui ne sont aujourd'hui pas encore... il n'y a pas encore de formation dans ces secteurs-là en apprentissage. Pensez-vous étendre ? Alors, on pense très fortement, notamment pour tout ce qui concerne les métiers du soin. Vous savez qu'on a un énorme besoin d'infirmières en ce moment, d'infirmières, d'aides-soignantes. On a des besoins d'accompagnement. On sait qu'avec le vieillissement de la population, on aura de plus en plus besoin de gens qui puissent aider les personnes âgées dans des EHPAD à domicile. Et aujourd'hui, toutes ces formations sanitaires et sociales ne prévoient pas de cursus en apprentissage. Et donc, très clairement, ça fait partie des projets que moi je porte, évidemment en lien avec le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur, de pouvoir créer des voies d'apprentissage pour ces métiers. Antoine, je voulais parler de télétravail notamment. Suite au premier et au second confinement, le télétravail s'est généralisé beaucoup. Et donc, je voulais savoir si le télétravail allait être... comment est-ce que vous alliez encadrer le télétravail et le développer lorsque ce sera possible ? Alors, effectivement, on a fait appel au télétravail, notamment depuis le deuxième confinement, pour à la fois permettre que l'activité économique se poursuive, en même temps en évitant les interactions multiples qu'on peut avoir, qui sont autant de risques d'attraper le virus. On a poussé le télétravail
à un niveau qui n'est sans doute pas le niveau souhaitable dans la durée. Moi, je sais qu'on a beaucoup de retours de salariés et donc d'organisations syndicales ou patronales qui nous disent être en télétravail 5 jours sur 5. Il y a beaucoup de salariés qui le vivent mal et qui ont un sentiment d'isolement, qui par ailleurs vous disent que ça nuit au fonctionnement du collectif de travail. Moi, je crois que c'est très important, le collectif de travail. Donc on a commencé à discuter avec les organisations patronales et syndicales de la façon dont on va faire évoluer les règles à partir du début janvier pour que les salariés puissent revenir au moins un jour par semaine, par exemple, dans leur entreprise. Il ne faudrait pas que ça dégoûte tout le monde du télétravail, parce que je pense que ça peut être aussi une très bonne chose. Et les partenaires sociaux, donc les organisations, les représentants des entreprises et des salariés, ont signé un accord au niveau national qui précise, je pense qu'il apporte beaucoup de réponses à des questions que les salariés peuvent se poser, que les chefs d'entreprise peuvent se poser sur la façon de développer le télétravail. Par exemple, le fait que ça doit se faire sur la base du volontariat, que ça doit être réversible. Vous pouvez choisir à un moment donné d'être en télétravail et puis vous pouvez, pour des raisons personnelles, vouloir retourner dans votre entreprise. Donc toutes ces règles ont été débattues entre les organisations patronales et syndicales et font maintenant l'objet d'un accord qui sera donc un repère pour les entreprises et les salariés qui auront à discuter de la mise en œuvre de ce télétravail en entreprise. Et moi, ma philosophie, vous voyez, c'est de dire que quand les organisations patronales et syndicales trouvent un accord, c'est encore mieux que la loi. C'est eux qui sont les mieux placés pour trouver les bonnes règles. Donc cet accord va s'appliquer, il va aider les entreprises à développer le télétravail dans des bonnes conditions. Je pense que quand on ne va pas aussi loin que ce qu'on a dû faire dans la crise, il faut quand même avoir en tête que c'est de la fatigue en moins pour les salariés, c'est de la perte de temps en moins, c'est du gain de temps pour sa vie personnelle. Je pense que c'est aussi un enjeu très important pour l'équilibre du développement de notre pays. Et je pense que vous le vivez ici à Bordeaux, la tendance qu'on observe depuis plusieurs décennies à ce que tous les emplois se retrouvent dans les métropoles. Et on a tendance effectivement à concentrer les emplois. Je pense qu'avec le télétravail, ça permet de ne pas attirer tout le monde dans les métropoles. Ça veut dire qu'on peut habiter dans une petite ville à 40 km de Bordeaux et puis ne pas avoir à faire les trajets tous les jours et que ça peut permettre une vie et un aménagement de notre pays plus équilibré. Donc moi, j'y crois beaucoup. Les partenaires sociaux ont fait leur travail. Je pense que au niveau du gouvernement, il faut qu'on regarde comment on peut mieux accompagner aussi le développement du télétravail, par exemple en favorisant le développement des tiers-lieux. Vous voyez, vous pouvez ne pas avoir besoin de vous rendre dans votre entreprise, vous n'avez pas forcément non plus envie de télétravailler chez vous. On peut développer des endroits près de là où vous habitez, où vous pouvez vous installer pour télétravailler. Donc je pense que c'est un changement important. C'est peut-être un des acquis de la crise sur lequel il faut qu'on continue à travailler pour en tirer tout ce qui est positif en évitant le côté un peu trop de télétravail qu'on peut vivre en ce moment. Anaëlle, sur la valeur des diplômes notamment. Exactement, parce qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire inédite et la crise économique, nous, les jeunes diplômés, on se pose la question de la valeur de nos diplômes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire valoir ce diplôme ? Parce que ce soit bac, CAP ou quoi, on est confronté à une perte de valeur de ce diplôme qu'on a eu pendant le Covid. Donc, on a un peu appelé la promo Covid. Et on a peur de sortie de formation, ne pas forcément trouver l'emploi qu'on aurait potentiellement pu avoir si le Covid n'était pas passé par là et si on avait pu passer en fait nos examens comme toute autre année en fait. Oui, enfin, évidemment, moi je suis consciente de l'inquiétude des jeunes qui arrivent sur le marché du travail en pleine crise sanitaire, économique, sociale. C'est bien pour ça qu'on a mis en place dès le mois de juillet un plan jeune totalement inédit. Vous savez, on mobilise, je ne sais pas si les milliards ça parle, mais c'est quand même beaucoup d'argent. 6,7 milliards, c'est 3 fois plus que l'argent qu'on y consacre habituellement pour aider chaque jeune à trouver sa voie pour aller vers un emploi qui lui plaît.
Et donc, c'est les aides à l'embauche qu'on a données aux entreprises pour celles qui recrutent un jeune. C'est donc le développement de l'apprentissage. C'est des formations dans des domaines où on sait qu'on aura besoin absolument de compétences demain, la transition écologique, le digital, les métiers du soin. Donc, c'est tous ces parcours qu'on propose aux jeunes. Mais moi, je suis convaincue que quand vous êtes passé par l'apprentissage, vous avez montré dans l'entreprise que vous aviez les compétences qu'il fallait. Et je crois que c'est peut-être, au-delà du diplôme, c'est la meilleure démonstration de vos compétences, finalement, ce que vous avez déjà fait en entreprise. Et c'est comme ça que vous allez convaincre l'entreprise soit de vous garder, soit une autre entreprise de faire appel à vos talents. Ce que vous dites, Madame la Ministre, c'est que cette génération Covid ne sera pas une génération sacrifiée? Je peux vous assurer qu'on met vraiment tous les moyens, toute notre énergie pour que cette génération ne soit pas sacrifiée. Moi, je pense que, évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. Je pense que c'est une cause nationale, c'est une grande cause nationale aujourd'hui de permettre aux jeunes de trouver leur voie dans notre société malgré la crise. Les entreprises jouent le jeu, je tiens à le dire. On a eu 1 million d'embauches depuis le début du mois d'août. Ça veut dire que sur août, septembre, octobre, 1 million de jeunes ont trouvé un CDD de plus de 3 mois ou un CDI. C'est autant qu'en 2019. Donc je crois qu'on s'y met tous, l'État, les entreprises, les collectivités, les associations, et on va tout faire pour qu'effectivement nos jeunes puissent traverser cette période sans être pénalisés. On a aussi mis en place des accompagnements pour les jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme, qui sont plus éloignés de l'emploi. Vous savez qu'on a mis en place 300 000 parcours d'insertion et on a récemment encore renforcé le dispositif. La philosophie générale, c'est qu'on ne veut laisser personne sur le bord de la route. Donc quand on est un jeune, on peut aller sur la plateforme unjeune-une-solution.gouv.fr. On voit tous les accompagnements que l'État met en place. Si on ne sait pas à qui s'adresser, on peut contacter via le site Sa Mission Locale. Un conseiller pourra vous rappeler, qui vous aidera dans votre parcours. Et ensuite, quand vous arrivez dans une mission locale, à Pôle emploi, vous avez le droit à un accompagnement. Et si vous avez un accompagnement pour trouver peut-être une formation, pour aller vers l'apprentissage, pour qu'on vous soutienne dans vos recherches d'emploi. Et si vous avez besoin d'un soutien financier, vous pouvez aussi avoir jusqu'à 500 € par mois, renouvelable 6 fois. On a même des dispositifs encore plus protecteurs, c'est la garantie jeune. Vous pouvez être accompagné pendant 1 an, voire plus, avec une rémunération de 500 € par mois. Et on va amener chaque jeune dans une formation, dans une préparation à la formation, dans un service civique. Il y a aussi pour les jeunes qui peuvent avoir envie d'une mission d'intérêt général des services civiques. Je pense qu'on a des réponses pour tout le monde et on est vraiment décidé à ne laisser aucun jeune sur le bord de la route. Et du coup, au 31 janvier, qu'est-ce qui se passera? Parce que c'est la fin du plan Un jeune, une solution. Ah, pas du tout, non. non, c'est la fin. Vous savez, on a mis une aide à l'embauche des jeunes. Le but de cette aide, c'est pas de dire elle va faire que les entreprises vont créer des emplois. On sait que les entreprises, elles recrutent quand elles ont des emplois à pourvoir. Ce qu'on a voulu dire avec cette prime et donc la date du 31 janvier, c'est quelque part, saisissez-vous de la prime, ne différez pas votre embauche au mois de juin, recruter maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a donné un délai court pour que les entreprises soient motivées pour recruter maintenant. Mais le plan jeune, il va s'amplifier en 2021. Vous savez, je parle de cette garantie jeune qui est vraiment, je pense, un dispositif très intéressant. On en avait 100 000 cette année, on en fera 200 000 l'an prochain. Donc on va amplifier notre accompagnement des jeunes en 2021 et on ne laissera aucun jeune sans solution. Allez, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vous demanderai de faire court sur les questions. Bien sûr. Vous avez évoqué la relance. La Maison Menot est impliquée dans l'interprofession bio en Nouvelle-Aquitaine. La croissance responsable est quelque chose qui, à nos yeux, est important. On sait les difficultés que nous avons aujourd'hui avec les problématiques du climat. Est-ce que vous pensez intégrer des éléments de conditionnalité dans la croissance pour favoriser les secteurs
qui sont dans des logiques de croissance responsable et donc dans les aides et les accompagnements, au-delà de, si vous me permettez, de votre ministère, en parler au gouvernement, et qu'on trouve les solutions les plus efficaces pour les entreprises, c'est Bercy. Hein. C'est des crédits d'impôt, c'est des diminutions immédiates. Et le PGE a démontré que quand on veut, on peut trouver des solutions. Les chefs d'entreprise, comme vous l'avez dit, ont fait de l'emploi, ont pu faire de l'emploi. Je pense qu'il est important qu'on ait une réflexion. Nous, on est très impliqués dans les logiques de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, intègre le social, l'environnemental, toutes ces implications. Il y a une balle à saisir, Madame la Ministre, parce que je pense, et j'aimerais vous entendre là-dessus, que malheureusement, on en a pour un certain temps, au moins sur le climat. Si ce n'est pas la pandémie, au moins sur le climat. Et donc là, il faut qu'on rentre vraiment le socle de la charrue à fond pour tracer ce sillon et cette crise fondamentale qui, à notre génération, car j'ai la chance d'être proche de votre génération, à notre génération nous marque énormément et où nous avons tous conscience que cet effort est à faire ensemble pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, de relever à une consommation responsable de revenir sur le marché. Il faut qu'il y ait cette logique-là. Et il ne faut pas que chacun, dans son coin, tire une couverture à lui et profite d'une opportunité qui pourrait se présenter. Voilà. Je voudrais vous donner ce message en même temps que cette réflexion et ce message apporté au gouvernement, parce que je pense que c'est très important de saisir ces occasions-là. Et je sais qu'on est tous percutés par les informations du quotidien. Je pense que Merci. On en est parfaitement convaincu au gouvernement que la relance, c'est pas refaire exactement ce qu'on faisait avant, que c'est l'occasion de transformer notre économie en mieux, de prendre à bras-le-corps les enjeux de la crise climatique, de la transition écologique. Vous savez que 30% du plan de relance est spécifiquement sur ces sujets de transition écologique, dans votre domaine, notamment sur l'accompagnement de la conversion au bio, sur la décarbonation de l'industrie. C'est vraiment au cœur du plan de relance. La crise, elle doit être l'occasion d'accélérer ces transformations dans le bon sens. Et vraiment, le plan de relance est là pour ça. Et évidemment, il faut l'accompagner avec les compétences qui vont avec. Et c'est pour ça que dans le cadre des accords que nous passons avec les régions, on s'assure que les formations sont bien orientées, notamment sur ces enjeux de transition écologique, de transition digitale aussi. Mais c'est effectivement toute notre société qui doit se transformer pour prendre en compte ces enjeux. Donc cette décarbonation de l'économie qui était présentée dans le plan de relance est lancée. Ça, vous avez des perspectives sur l'emploi dans ce secteur-là, avec cet engagement ? Alors, quand j'étais ministre de la Transition écologique, je croyais beaucoup à la création d'emplois dans le domaine de la transition écologique. Moi, j'y crois beaucoup. Vous savez, c'est à la fois sur la décarbonation des process, c'est aussi, par exemple, tout le recyclage, toute la réparation. C'est des nouveaux métiers qui sont par ailleurs des métiers passionnants, valorisants. Et je suis convaincu, on avait dû dire que c'était un gisement de 300 000 emplois à horizon 2030. Je pense vraiment, transition écologique, révolution digitale, les métiers du soin, c'est vraiment des secteurs formidables pour demain qui sont très créateurs d'emplois et en plus d'emplois qui ont beaucoup de sens. Et moi, je suis frappée, mais je sais pas, les jeunes, j'espère, ne me démentiront pas. Le choix du métier, il doit faire sens pour les jeunes aujourd'hui. C'est très important de savoir qu'on va dans un domaine où on agit pour la planète, on agit pour les autres. Et c'est vraiment typiquement le genre de métier qu'on peut préparer avec la transition écologique. Joël Vallée, ce sera pour vous la dernière question et après on pourra conclure cet Elle va entretien. être toute simple. Comme beaucoup de commerçants savent que je suis donc en votre présence cet après-midi, en sortant donc de cette rencontre, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme message que je peux leur faire remonter pour une plus grande motivation ? Ce qu'ils attendent aussi, c'est de savoir quand est-ce qu'ils pourront donc pratiquer leur activité, je dirais, de plein gré. Ce que je comprends, monsieur, c'est que vous me parlez des restaurateurs, parce que tous les autres... Pas que les restaurateurs, Oui. Madame la ministre, excusez-moi. Oui. Enfin, Je peux vous prendre le cas, vous parliez des soins. Je connais une personne qui a un institut. Elle souffre énormément. Elle souffre énormément puisque la fréquentation n'est plus la même. Elle vient de rouvrir. Aujourd'hui, elle est confrontée à certaines choses donc, que l'on vit sur la région de Bordeaux. Mais quel que soit, je ne parle pas que de la restauration. Oui. Enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, on souhaite tous pouvoir reprendre le plus vite possible une vie normale. On souhaite tous ça. Donc, vous avez vu que le Premier ministre a annoncé hier qu'on allait prendre plus de précautions que ce qu'on avait prévu pour les fêtes, parce qu'on ne veut pas perdre tout l'acquis dans la lutte contre l'épidémie
liées aux efforts que tous les Français ont faits depuis le début du mois de novembre. Donc on est extrêmement prudent. On va commencer à déployer une stratégie de vaccins. On va continuer à appliquer tous des gestes barrières et ça doit nous permettre, au cours de l'année 2021, de reprendre de plus en plus une vie où on pourra peut-être tourner la page par rapport à ce virus. Et en attendant, moi je pense que vraiment, on est aux côtés des entreprises. J'entends ce que vous dites sur les manifestations, ce qui est un sujet qui vient se rajouter au Covid et qui ne simplifie pas. Mais en tout cas, c'est aussi chacun. Je pense que dans la période très compliquée qu'on traverse, il faut aussi qu'on se dise que collectivement, on est peut-être plus solidaires les uns des autres. On évite d'organiser une manifestation dans la rue commerçante alors qu'on a des commerçants qui sont en difficulté. On achète chez les commerçants de proximité plutôt que de commander sur des plateformes américaines. Je pense qu'on a tous notre responsabilité aujourd'hui pour surmonter la crise sanitaire et pour que notre pays puisse repartir le plus vite possible, en embarquant effectivement tous ceux comme les commerçants qui attendent de pouvoir reprendre leur activité. Merci. Une dernière question pour Andrea. Vous parlez beaucoup des jeunes, mais est-ce que vous pensez aux personnes de plus de 50 ans qui, elles, ne sont toujours pas à la retraite et qui auraient peut-être envie de se réorienter dans vos métiers d'avenir, que ce soit le digital, l'environnement ou les soins? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est mis en place pour ces personnes-là de plus de 50 ans? Alors, c'est très important ce que vous dites, c'est très important, parce que je crois qu'il faut qu'on ait tous en tête qu'à n'importe quel âge, on peut rebondir vers un autre secteur. Et en particulier, dans la crise qu'on est en train de vivre, on n'est pas comme dans la crise de 2008, où c'était toute l'économie qui avait tout d'un coup pris une crise financière dans la figure. Là, on est dans une crise qui frappe de façon très différente les différents secteurs économiques. Donc c'est important qu'on puisse accompagner les salariés des secteurs qui vont mal vers les secteurs qui ont des besoins de recrutement. Avec, là encore, les organisations patronales et syndicales, on a travaillé ensemble pour inventer un dispositif qu'on appelle transition collective, dans lequel on va prendre justement en charge la rémunération et la formation de salariés qui sont dans des secteurs en difficulté pour les former vers d'autres métiers. C'est par exemple quelqu'un qui est dans la restauration collective qui peut avoir une prise en charge pour aller vers les métiers du soin ou vers les métiers des transports en commun qui continuent à avoir des besoins de recrutement. On va prendre en charge à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés, à 70% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés et 40% au-delà, l'accompagnement des salariés, quel que soit leur âge, qui peuvent vouloir changer de métier. Et quand ces personnes-là ne sont pas salariées d'une entreprise, mais travaillent pour elles, sont auto-entrepreneurs. Oui, on va savoir accompagner ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise que c'est très bien de savoir rebondir, qu'on ne fait pas forcément un choix définitif à 18 ans où c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut faire, qu'il faut se former tout au long de sa vie et qu'on doit pouvoir être accompagné pour faire un autre métier, si c'est un métier justement qui cherche à recruter. Merci à vous. On avait dit une quarantaine de minutes. On est arrivé au terme de ce Face aux lecteurs. Madame la ministre, merci d'avoir répondu à nos 5 lecteurs de Sud-Ouest. Merci à vous pour vos questions. On se retrouve très vite.